Bonjour. Moi, je vais parler d'un sujet un peu plus bioinformatique, mais il sera quand même important pour vous, je pense. Plus concrètement, je vais parler des alignements des transcrits et leur impact sur l'interprétation des variants. Alors, je vais parler des mapping gaps. Ce sont des imperfections de l'alignement d'un transcrit sur le génome de référence. J'expliquerai ce que c'est en détail tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais vous convaincre que c'est en fait important pour nous, pour vous. Ces mapping gaps peuvent en fait conduire à des annotations invalides d'un variant, parce que c'est un peu difficile d'annoter d'un variant sur ce genre, sur des transcrits qui ont ces mapping gaps. Cela concerne le génome de référence HD19 et aussi le génome de référence HD38. Ce matin, il y avait quelqu'un qui parlait du pan-génome, peut-être que vous avez entendu. Je pense que ça sera la même chose en fait, parce qu'il y aura toujours des mapping gaps, parce souvent c'est à cause des erreurs dans le génome de référence, mais parfois il y a aussi des raisons biologiques pour ce genre d'imperfection. Alors, je parlerai d'abord de l'impact, puis je vais rentrer un peu dans les détails bioinformatiques, et puis je finis par donner quelques consignes de comment gérer la situation. Alors, quel est d'abord l'impact? Peut-être vous vous dites, alors, si je prends HG38, j'ai plus de problème, parce que HG38 c'est beaucoup mieux que la version d'avant, HG19. Ce matin, on a déjà entendu que HG38 c'est pas la seule, le génome parfait non plus. Donc on a essayé de quantifier un peu cette question-là en comparant les deux génomes. Donc on voit que pour HG38, ça s'est bien amélioré, évidemment. Donc il y a beaucoup moins de transcrits qui ont ces mapping gaps, mais il en reste. Par exemple, vous voyez qu'il y a presque, c'est presque 10%, ou non pas. Il y a beaucoup moins de transcrits qui ont des mapping gaps. Il y a beaucoup moins de gènes qui sont liés à ces transcrits. Et après, pour vous, en tant que clinicien, c'est peut-être aussi intéressant de savoir quels sont ces gènes-là. Parce qu'après tout, sur une trentaine de mille de gènes, 55, c'est peut-être pas important non plus. Alors, ce qu'on avait fait, c'est de réduire cette liste de gènes en utilisant deux critères. D'abord, on s'est dit qu'un gène est pertinent pour le travail clinique seulement s'il encode une protéine. Donc, dans la nomenclature RefSeq, ça veut dire que le nom du transcrit sera quelque chose comme NM-bas et en numéro. Et aussi, il faut que le gène soit associé à un phénotype. Sinon, ce ne serait peut-être pas intéressant. Alors, si on applique ces deux filtres-là, la liste est considérablement réduite. Donc, il nous reste 71 gènes pour HG19, il nous reste ces 15 gènes-là pour HG38. Donc, vous les connaissez peut-être. Ce qu'on avait fait aussi, c'est regarder dans notre base de données si on a des cas qui sont basés sur ces transcrits-là. Et on se rend compte qu'il y a à peu près 3% des cas qui ont été signalés où le variant causal a été signalé sur un de ces transcrits-là. Si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a en fait juste c'est beaucoup fort. C'est juste une poignée de gènes qui représentent ces cas-là. Par exemple, pour HG38, ce sont ces deux gènes-là qui représentent 45% des cas qui ont été reportés sur un transcrit avec des mapping gaps. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ces mapping gaps? Alors, le problème fondamental, c'est qu'il y a des transcrits dans la séquence ne aligne pas parfaitement sur le génome de référence. Donc, ce qu'on s'attend, c'est qu'il y a l'ADN, ce sera transcrit vers une ARN, et puis un produit protéique qui est après traduit. Alors que
normalement, ça va dans ce sens-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la séquence dans le transcrit et essayer de trouver la position de cette séquence sur le génome de référence. C'est, par exemple, c'est dans cette direction-là, alors. Et c'est là où les problèmes commencent, parce que parfois, il n'y en a pas. Alors, vous allez trouver l'endroit où le gène se trouve, évidemment, mais ça ne colle pas à 100%. Souvent, c'est à cause des erreurs dans les génomes de référence, qui est peut-être plus vieux que le papier qui a publié le transcrit. Mais parfois, c'est aussi pour une raison biologique, parce que, par exemple, du ribosomal frameshift. Donc, c'est un peu problématique, parce qu'après, pendant le variant calling, vous allez avoir un variant qui sera positionné sur le génome de référence. Et maintenant, vous voulez l'annoter dans le contexte de la séquence du transcrit. Donc, vous devez savoir où se trouve ce variant sur le transcrit. Et donc, si vous avez des mapping gaps, c'est un peu compliqué. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, ici, j'ai pris SHANK3, c'est un gène qui est associé à l'autisme. Et ici, vous voyez un capture d'écran dans un logiciel qui s'appelle NCBI Workbench. C'est un logiciel qui ressemble un peu à Lamut, mais qui ne permet pas d'interpréter des variants. Et ce qu'on voit ici en haut, c'est le génome de référence avec la séquence là. Et en bas, j'ai choisi justement ce transcrit-là. Au milieu, les bandes grises là représentent l'alignement. Donc comment ce gène est aligné sur le génome de référence. Ici, en vert, c'est le gène, en violet, c'est le transcrit, et en rouge, la protéine. Alors ici, à droite, vous voyez que tout va bien, alors que, si vous voulez, le transcrit est en accord avec le génome de référence. Par contre, ici, ce n'est pas le cas. Alors, le génome de référence va vous dire que c'est le signe, alors que dans le transcrit et dans le produit protéique, finalement, c'est proline. Donc, c'est un peu comme un variant, si vous voulez, mais sauf que ce n'est pas un variant dans le sens de différence entre le génome de référence et en échantillon, mais entre le génome de référence et la séquence du transcrit. Et vous pouvez aussi avoir des délétions ou des insertions. Alors, pour encore compliquer les choses un peu, c'est que ces alignements peuvent changer. Ici, j'ai encore pris une photo de ce logiciel-là. Et je vous montre ici deux alignements différents. Un qui a à peu près 3 ans et un autre alignement qui est plus récent. Et donc, j'ai pris le même gène et le même transcrit. Vous voyez la même accession, donc la même version du transcrit. Par contre, il est aligné différemment. Donc, ça évolue au cours du temps. Voilà. Alors, vous savez déjà, si vous voulez communiquer en changement de protéine, c'est pas suffisamment de juste donner l'acide aminé et le changement. Il vous faut aussi donner le transcrit. Ça, c'est clair déjà. Et vous savez probablement aussi qu'il faut en fait donner la version du transcrit, parce que si la version change, ça veut dire que la séquence a changé. Après ce que je viens de vous montrer, en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est donner en plus l'alignement, donc la version de l'alignement, parce que ça peut changer aussi. Donc si vous voulez être sûr que vous pouvez référer un changement de protéine maintenant et dans 10 ans encore, vous devez donner tout ça. C'est un peu compliqué, c'est pas idéal. Donc la question, c'est comment gérer cette situation-là. Alors, la première consigne, ça consiste à toujours comparer. Il y a plusieurs logiciels, on peut toujours regarder dans d'autres sources, et quand vous vous rendez compte qu'il y a une différence d'annotation, alors vous savez déjà qu'il faut regarder un peu de plus près.
Ici, dans Varves, on vous donne des liens qui vous permettent d'aller vers d'autres sources. Par exemple, vous pouvez comparer la notation ici dans DBSNP ou dans CleanVar, par exemple. Et donc, vous voyez bien que la notation est pareille, et donc ça vous donne confiance. Alors que quand vous voyez une différence, ici, ici on ne voit pas de 103, ici on a 106, et ben, c'est là où vous commencez à vous demander qu'est-ce qui est vrai dans ce cas-là. Dans ce cas concret, il y a une différence de 3 bases. Et ben justement, si on regarde encore une fois dans ce logiciel ici, on se rend compte que en amont du variant, il y a une anciation ici. Et donc, anciation, il y a une anciation de 3 bases comparée au génome de référence. Et ben, c'est ces 3 bases-là qui expliquent la différence entre la notation qu'on a vu avant. Alors, le deuxième conseil, ce que je viens de montrer tout à l'heure, c'est de toujours communiquer la version de l'alignement. Donc, pour être sûr que plus tard, quelqu'un puisse retrouver ce que vous voulez dire à l'époque. En Varves, quand vous voulez mettre à jour un cas parce que vous voulez réévaluer, on va vous montrer les sources des données, les sources d'annotation et leurs versions qui ont été utilisées à l'époque et qui sont disponibles maintenant. Et on vous donne aussi toujours la version de l'alignement. Et dans le report final, on va aussi donner cette version-là, justement pour mieux communiquer. Finalement, il serait bien de choisir avec prudence le transcrit de référence. Par défaut, nous choisissons les recommandations de RefSecSelect ou Main. Donc, Main, c'est un groupe d'experts qui propose des transcrits préférés pour un gène. Et en général, il propose des transcrits qui n'ont pas des mapping gaps. Ça veut dire que vous devez avoir moins de problèmes d'annotation. Par contre, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais peut-être bien de régulièrement revenir sur ce choix si c'est toujours ce que vous voulez. Dans Varves, on va vous aider un peu. On vous dit si un certain transcrit contient des mapping gaps. Donc ça vous donne déjà une idée si c'est peut-être le transcrit que vous voulez avoir. Et vous pouvez aussi communiquer ça au sein de l'équipe. Alors si vous voulez, vous pouvez donner un commentaire en gène, vous pouvez commenter en variant. Donc ce serait bien de communiquer certains problèmes d'annotation au sein de l'équipe, peut-être le mettre dans votre SOP, donc pour que votre collègue sachiez que, alors faites attention à dans ce cas-là, à cette annotation-là, peut-être il y a un problème. Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce que je parlais, à part le commentaire là? Les mapping gaps peuvent conduire à des annotations invalides en variant. Et ça restera comme ça, parce que, comme je disais, il y a des raisons... ça restera toujours parce qu'il y a des raisons biologiques qui vont pas disparaître. Donc, le problème reste fondamental, même avec des nouvelles génomes de référence. Et la meilleure chose, c'est de comparer avec d'autres logiciels et sensibiliser. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez entendu mon exposé, documenter ce genre de problèmes dans vos SOP et parlez en équipe. Merci pour votre attention.